Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. De retour sur le plateau du Média, bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, on va passer au second sujet de cette émission. On va parler de la situation en République démocratique du Congo depuis la prise de Goma par le M23. C'est parti. Les habitants de Goma, principale ville de l'Est de la République démocratique du Congo, vivent une nouvelle fois au rythme des tirs et des explosions. La prise de la ville par le M23, soutenue par des soldats rwandais, ravive les blessures d'un conflit qui dure depuis plus de 3 décennies. Cette instabilité puise ses racines dans le génocide rwandais de 1994, qui a poussé des millions de réfugiés à traverser la frontière vers l'Est de la RDC. Depuis, cette région est devenue un terrain de tension et de convoitise alimenté par les richesses naturelles du Congo, alors que les affrontements s'intensifient, causant des centaines de blessés et des déplacements massifs, l'urgence humanitaire est criante. Pour mieux comprendre cette situation complexe et ses conséquences, nous recevons aujourd'hui 2 membres de la diaspora congolaise, Ménéric Lalu, activiste au sein du collectif Urgence Ponamboka, et Martin Mofali, responsable stratégie de l'association Team Congo. Merci, vous allez nous aider donc à décrypter les enjeux de cette crise et porter la voix de ceux qui subissent des violences au quotidien. Bonjour Ménéric, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Martin, merci d'être avec nous également. Bonjour Cyril, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. En plus, l'actualité, ça bouge énormément donc en RDC et on l'apprend là aujourd'hui. Ça se passe là actuellement. Plusieurs ambassades, dont celle de la France, des États-Unis, de l'Ouganda, sont attaquées par des manifestants à Kinshasa. D'abord, votre avis déjà sur cette actualité-là. Ménéric d'abord, Martin ensuite. Après mon avis sur cette actualité, il faudrait savoir aujourd'hui, c'est que les Congolais, ils en ont marre. On n'en peut plus. Parce que ça fait plus de 30 ans que nous souffrons dans une silence totale. Et aujourd'hui, en fait, ce qui vient de se produire au niveau des Goma, c'est un ras-le-bol dont, je pense, au sein de toute la jeunesse, au sein de toute la population, au sein tout simplement de toute personne qui s'est dit congolais. On a toujours été dans la passivité. On a cherché par tous les moyens des différents dialogues. On a cherché par tous les moyens des différents acteurs qui ont voulu intervenir afin de pouvoir établir la paix, tout simplement. On a cherché des bases, les gens le savent, les Congolais, des bases, c'est des personnes qui sont assez pacifiques, qui sont assez chaleureux. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela qu'aujourd'hui, nous subissons ces types d'agressions. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, tout simplement, notamment au niveau des ambassades, c'est le ras-le-bol au niveau de la jeunesse. Ils se disent... Aujourd'hui, la communauté européenne est totalement hypocrite vis-à-vis de nous, les Congolais, parce qu'ils jouent un double jeu. J'aime souvent prendre l'exemple, lorsqu'il s'agit de l'Ukraine et de la Russie, ils sont les premiers à s'élever, à condamner et à envoyer même, s'il faut, à débloquer des fonds, envoyer des armes s'il le faut, pour que l'Ukraine puisse se défendre. Mais lorsqu'il s'agit du Congo, il faut chercher des dialogues. Il faut chercher en fait une solution, et comme si en fait la vie des Congolais ne comptait pas. Et sauf qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où, je pense peut-être que vous n'avez pas pu voir des images, mais quand on voit ce qui a pu se passer au niveau de Goma, il y a eu, aujourd'hui, on compte plus de 400 000 déplacés. Ouais, vous imaginez déjà, il y avait des déplacés qui avaient abandonné chez eux. Ils ont été placés dans des camps de déplacés. Et là, ils se retrouvent encore à se déplacer pour aller où? Nulle part. Et c'est ça aussi qui arrive à un certain moment où, ça soit nous, la diaspora, ça soit la jeunesse congolaise, ça soit tout Congolais tout simplement, on arrive à un stade où on n'en peut plus. On n'en peut plus parce qu'on s'est dit, on a cherché toutes les solutions, on a cherché par tous les moyens nécessaires les dialogues, mais rien ne nous a été accordé. On nous a pris comme des personnes inconsidérées. Aujourd'hui, la jeunesse en a tellement ras-le-bol que le seul moyen de s'exprimer aujourd'hui, ils l'ont exprimé par la colère. Même si on pourrait dire que oui, les actes qu'ils ont pu commettre, on pourrait s'exprimer autrement. Mais personnellement, je comprends leur colère parce que c'est expressif. Donc, effectivement. Toi, Martin, justement, sur ces attaques d'ambassade, justement, c'est la colère. Tu comprends cette colère du peuple et de la jeunesse congolaise? Bien sûr, Cyril, je réponds à cette question, mais avant toute chose, permettez-moi d'avoir une pensée profonde et sincère à toute la population de Goma et notamment la population de Nord Kivu en général, et aussi une pensée et beaucoup d'encouragement aux forces armées de la RDC qui continuent à se battre au sein de la ville de Goma pour maintenir l'intégrité territoriale de ce beau pays qu'est le Congo.
Alors concernant les incidents qui sont actuellement en cours à Kinshasa, effectivement, la colère de la jeunesse a éclaté, comme l'a bien dit Ménéric il y a un instant. Et cette colère, ça se comprend, ça s'entend. Bien évidemment, ça peut se matérialiser par des débordements comme on a pu le constater. Mais ce que je retiens surtout, c'est la colère de la jeunesse et surtout cet éveil. Au sein de la ville de Kinshasa. Mais au-delà de ces incidents, mais ce qui est marquant, c'est la solidarité de toute une nation. On voit que la jeunesse se réveille, se soulève, pardon, aussi bien à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Eh bien, c'est plutôt des messages encourageants et des messages de compassion, de soutien envers la population gomatracienne. Justement, pour ce qui se passe à Goma actuellement, quel rôle, Martin, je te pose d'abord la question, le Rwanda joue-t-il réellement dans ce conflit? Je pense qu'il est bon que les gens comprennent un peu finalement le rôle du Rwanda et pourquoi les tensions avec Kinshasa, justement, perdurent depuis toutes ces décennies, en fait. Je tiens à préciser d'abord une chose qui a été dite. La ville de Goma n'est pas encore tombée à D'accord. l'heure où je vous parle. Mhm. Euh, une partie de la ville est encore sous contrôle des forces armées de la RDC, dont je signale encore une fois la bravoure ici. L'aéroport de Goma notamment est encore sous le contrôle des FARDC, et ainsi que le mont Goma sur lequel se situe la radio-télévision nationale congolaise, ce sont des zones qui sont encore sous contrôle des FARDC. Bon, ceci étant dit, comment expliquer que Goma soit toujours attaqué de la sorte par le Rwanda? D'abord, il y a cette proximité géographique qui fait que Goma et le Rwanda elles sont Proche, ouais. assez proches. Mais au-delà de tout, c'est pas Goma qui est visé hein, en réalité. C'est la région du Nord Kivu. Et nous le savons, c'est un secret des polichinelles. Maintenant, depuis près de 30 ans, cette région est visée uniquement pour ses minerais, uniquement pour ses richesses qu'il détient dans son sous-sol. Et voilà pourquoi cette partie de l'RDC continue à subir des pertes humaines sous l'indifférence totale de la communauté internationale, d'ailleurs. Ménéric, justement, est-ce que tu as des témoignages de proches et d'amis sur place qui vivent ce conflit? Comment ça se passe pour eux ou quels retours tu as sur justement actuellement et même depuis en fait, hein? Déjà, les personnes avec qui nous collaborons, même nos membres d'Urgence Mwenamboka qui sont sur les terrains, on sait que lorsque l'assaut a été lancé au niveau de Goma, beaucoup ont quitté Goma. Ils ont pu traverser en bateau pour aller, ça soit vers Bukavu ou ailleurs. Il y en a beaucoup même ont traversé pour aller en Rwanda. D'autres même nous ont contactés hier. Ils veulent si on pouvait même limite les dépanner pour avoir ne serait-ce quelque chose pour aller en Ouganda, parce qu'ils se retrouvent entre guillemets encerclés. Et la peur, en fait, il y avait cette peur qui les maintienne en quelque sorte. Mais il y a énormément aussi de personnes qui n'ont pas bougé, qui sont restées dans la ville de Goma. Je prends l'exemple d'un jeune frère qui a un brave frère que j'aime beaucoup, Victor, qui fait partie de l'association ACH, qui s'occupe énormément des personnes au niveau des camps des déplacés, qui débat, c'est un frère qui vient en aide aux déplacés. Mais hier, à cause de ces agressions-là, il a préféré prendre les armes pour défendre son peuple, tout simplement, pour défendre le sien. Et ces choix a dû à le fait qu'il y a eu une des bombes qui était tombée justement dans un des camps, malheureusement, de déplacés, qui a fait quand même des victimes assez considérables, qui a poussé un certain nombre de jeunes, voire même des moins jeunes, prendre des armes. On voit des jeunes même si c'est des bâtons, même si c'est des pierres, ils se disent on ne va pas laisser la ville entre les mains des ennemis. Et comme beaucoup le disent, comme mon frère a pu le dire, la ville n'est jamais tombée totalement entre les mains de l'ennemi. Ils ont voulu s'emparer de la ville, mais les FARDC ou encore nos amis des Wazalando ou d'autres groupes qui sont là, qui se battent, et en fait ils ont toujours continué à se battre, peu importe. Mais après, comme je dis souvent, il y a aussi une guerre numérique qui est en train de se passer, qui font que le Rwanda utilise cette guerre numérique, enfin d'emmener aussi de créer aussi la peur, déjà au niveau de nos militaires. Parce qu'un militaire qui va tomber sur une vidéo qui montre ses confrères déposer les armes, il a la peur, il va se dire quoi? Ah, c'est que c'est fini. Donc il y a cette guerre numérique-là qui est aussi très visible, qui est aussi très puissante, que l'ennemi utilise également. Mais nous, on reste justement en contact avec ceux qui sont sur le terrain pour le faire comprendre. Ben, déjà, nous, on est avec eux. C'est vrai qu'à plus de 8000 km, peut-être qu'on ne peut rien faire.
Mais le fait de communiquer avec eux, de leur témoigner notre soutien, de descendre dans les rues comme on l'a toujours fait, quelque part chez eux, en fait, ils trouvent une sorte de réconfort de se dire que la diaspora ne nous a pas oublié, notre peuple, de façon générale, comme mon frère l'a dit. Aujourd'hui, cette unité-là qui est en train de se mettre en place, personne ne nous a oubliés et ils ne se sentent pas délaissés. Martin, avec l'association Team Congo, vous sensibilisez énormément sur ce qui se passe là-bas, vous communiquez beaucoup là-dessus, à juste titre. Hein. Quels sont les besoins les plus urgents pour les populations déplacées ou blessées actuellement? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement leur venir en aide? Déjà, avant que les assauts puissent s'intensifier autour de Goma, Team Congo avait déjà lancé une collecte des fonds à destination des déplacés autour de Goma. J'annonce à tout le monde ici même que cette collecte de fonds est donc prolongée afin de pourvoir aux besoins de la population civile à Goma. Et quels sont les besoins aujourd'hui au moment où je vous parle? Lors de la dernière actualisation des données de l'ONU, il y a eu interruption d'approvisionnement d'eau et d'électricité à Goma, ce qui est déjà extrêmement grave. Je tiens à signaler qu'il y a plusieurs centaines de civils blessés dans les hôpitaux et cela complique donc la donne concernant le traitement adéquat donné à ces blessés. Aujourd'hui, la première chose, ce serait d'abord un arrêt de conflit, un arrêt justement de bataille pour pouvoir justement approvisionner ces populations civiles en aide humanitaire et en eau potable et surtout en électricité. Voilà la priorité pour nous. Vous également, Médéric, avec Urgence Ponamboka, vous arrivez justement à intervenir ou en tout cas à faire passer vos actions donc humanitaires dans un contexte aussi d'insécurité? Bien sûr, après, nous intervenons comme Team Congo au niveau du terrain, que ce soit pour des soins médicaux, que ce soit pour tout ce qui est des soins humanitaires de façon générale, denrées alimentaires ou autres. Et il est vrai qu'actuellement, pour le moment, au vu de ce qui se passe, on a encore un peu du mal à ça, on va dire, le collecte continue. Pareil, on s'appuie beaucoup sur Team Congo, on travaille tous ensemble pour pousser les gens justement à pouvoir contribuer, de sorte que lorsque les choses vont beaucoup plus s'apaiser, cela permettrait de pouvoir recommencer à faire ce qu'on faisait hier, à aider tout simplement les populations, à savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément les déplacés, là ça a concerné toute une ville aujourd'hui. Parce qu'aux dernières images qu'on a pu voir, il y a énormément de dégâts. Et nos FARDC font tout ce qu'ils peuvent, et je sais qu'ils y parviennent très bien. Et pareil pour nos Wazalendo. Et nous, de notre côté, on essaye de pouvoir contribuer de différentes façons pour pouvoir aider les populations sur place. Comme mon frère l'a dit, ce qui est beaucoup plus essentiel, c'est vraiment l'électricité et l'eau qui leur manquent. Et au niveau de l'électricité, c'est plutôt au niveau des hôpitaux qui en a énormément besoin. Donc s'il y a possibilité de pouvoir aider dans ce sens-là, on le fera. S'il faut passer par le voie aérien ou autre, on essaiera de le faire, quoi qu'il en soit. On l'entend dans ce que vous nous racontez tous les deux, le retour de terrain que vous pouvez avoir, les différentes informations que vous pouvez avoir. La situation est quand même dramatique et très très compliquée pour la population locale, et c'est pas d'aujourd'hui, ça date depuis un moment, mais actuellement il y a un conflit dur. Pourquoi, selon toi d'abord Martin, la communauté internationale, y compris même les Nations Unies, semble incapable de résoudre ce conflit depuis qu'il dure? C'est une grande question, mais j'aimerais avoir ta réponse. La communauté internationale n'est pas incapable. Peut, justement, à son beau vouloir, mettre fin à ce conflit. Pour comprendre comment la communauté peut justement mettre fin à ce conflit, il y a le politologue Jason Stern, qui était d'ailleurs l'ancien coordinateur du groupe des experts de l'ONU, qui a publié au Financial Times, pardon, un article très intéressant qui expliquait comment le meurtre le meurtre du M23 pouvait être terminé. Pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre la structure du budget du Rwanda. Le Rwanda a un budget de 3,5 milliards de dollars, où 450 millions de dollars proviennent de subventions et des aides externes. Ça fait environ 13% du budget total. 840 millions de dollars proviennent des emprunts. Si on met tout ça ensemble, ça fait que le Rwanda est dépendant à 34% de l'extérieur. Il suffirait
que les gouvernements occidentaux puissent mettre un terme à ces subventions, à ces aides et à ces emprunts externes au Rwanda pour que le Rwanda puisse cesser son soutien au M23 et que tout revienne. Ça a déjà été le cas en 2012 lorsque le gouvernement, lorsque l'administration Obama avait mis la pression sur le Rwanda et avait dénoncé, donc avait renoncé à une aide de 210 millions de dollars américains et le M23 a été battu, avait replié. C'est ça la réalité. Et donc quand on est au Conseil de sécurité et qu'on voit la communauté internationale dénoncer et condamner sans prendre des actions, c'est regrettable. C'est une hypocrisie inouïe, c'est une infamie. On ne peut pas accepter cela. Des actions doivent être prises. L'Union européenne, de la même manière, je rappelle quand même que l'Union européenne, en décembre dernier, a renouvelé une subvention de 20 millions d'euros au Rwanda pour le déploiement pardon, de l'armée militaire, de l'armée pardon, rwandaise en Mozambique. Voilà, c'est une hypocrisie encore et encore, sans parler de du protocole d'accord concernant les minerais stratégiques signé avec le Rwanda, sans compter les 900 millions d'euros que l'Union européenne souhaite investir dans le cadre du programme Global Gate. Enfin, c'est énorme. Il y a des actions à prendre. Les actions à prendre, c'est simple. C'est l'arrêt des aides et des subventions versées au Rwanda. Et je pense que ça sera déjà un premier pas vers la fin de cette agression rwandaise à RDC. Donc justement, quand je t'entends, la France et d'autres pays européens ont exprimé leur solidarité avec la RDC là, ces derniers jours. C'est finalement une expression un peu hypocrite. C'est-à-dire qu'en fait, Totalement. Ils pourraient avoir la possibilité de régler ça, comme vient de nous l'expliquer Martin, mais ils préfèrent juste faire des messages de solidarité alors que finalement, ils pourraient régler ce conflit. Totalement. Comme je le disais tout à l'heure, que ce soit la France, les Américains ou autres, ils ont la possibilité de stopper cette guerre. Comme Martin l'a dit, ça soit en leur privant de toutes sortes de subventions autres, ou ça sera à nous de prendre les devants. Et sauf que quand je dis que ça sera à nous de prendre les devants, ça nécessitera malheureusement soit de déclarer une guerre de façon interne. C'est triste de le dire, mais parce qu'on a l'impression de mendier leur intention. Tout le temps, on essaie dès qu'il y a une agression, il faut tout de suite trouver un moyen de dialoguer, un moyen pour trouver, entre guillemets, un processus de paix. Jusqu'à là, rien n'a été établi, rien n'a été respecté. Si rien n'est respecté, maintenant, nous, étant Congolais, on doit accepter de continuer à se faire agresser sur notre sol. On doit continuer à courir vers les autres comme on voit le président le faire. Il va courir aux États-Unis, il va courir en France, il va courir par-ci et là, cherchant par des différents moyens de dialogue. Aujourd'hui, on nous parle d'une réunion d'urgence entre le président et Kagame. Personnellement, je n'accepterai pas cette proposition. Je pense que pour moi, ce qu'on est en train de traverser actuellement, c'est une humiliation. On a longtemps été humiliés. On ne peut pas continuer à se faire humilier. Et à un moment donné, il faut que le président puisse aussi à son tour prendre des décisions et se dire « j'ai le peuple avec moi ». Si la communauté internationale ne veut pas le soutenir, il faut qu'ils prennent conscience que les seules personnes sur qui il peut compter, c'est son peuple. Donc s'il prend des décisions, le peuple va suivre. Mais si tu ne prends pas les décisions, ça nous divise parce que quelque part, nous, on en souffre de voir nos confrères se faire tuer. On en souffre de voir nos mères se faire violer. On en souffre de voir nos tout petits enfants se faire abuser, violer, de voir des femmes éventrées. C'est inacceptable, on ne peut plus accepter cela. Et on ne peut pas continuer à mendier, à demander à chaque fois, on veut la paix, il faut que vous passez par telle personne, tel médiateur, alors que la plupart des médiateurs, excusez-moi, c'est des hypocrites vis-à-vis de nous. La plupart de nos voisins sont tous hypocrites vis-à-vis de nous. On est seuls contre tous. Il est bon de rappeler qu'effectivement, il y a eu une médiation entre la RDC et le Rwanda qui était chapeautée par l'Angola en décembre et qui a encore échoué faute d'entente et de trouver de s'entendre sur un accord, qui a eu plus d'une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves qui ont été décrétés, mais à chaque fois, tout ceci a été violé, et même le dernier avait été signé fin juillet. Martin, j'ai l'impression que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Ménéric sur
éventuellement, je ne sais pas si c'est sur la prochaine réunion ou si c'est sur... Non, c'était sur le sommet extraordinaire voilà. qui aura lieu justement à Nairobi, qui est organisé par le président kenyan William Ruto. J'explique quand même la supercherie de ce sommet, hein. William Ruto, en décembre 2023, je vous rappelle que l'AFC, le M23, a été lancé pour la première fois à Nairobi en décembre 2023. Je rappelle également que William Ruto, lors d'une interview avec Jeune Afrique, avait précisé que le problème, il ne comprenait pas en quoi le M23 était un problème de Kagame. Il ne comprenait pas. Donc, il ne faisait pas le lien entre le M23 et le Rwanda. Je rappelle aussi que l'armée kenyane, avec les troupes de l'EAC, ont été congédiées de la RDC parce qu'ils avaient des comportements controversés et avec des résultats, de piètres résultats. Alors, je ne comprends pas par quelle magie ce sommet pourra faire donner pousser une voix à la paix. Voilà. C'est vraiment une montagne qui va accoucher d'une petite souris et c'est bien dommage parce que l'heure n'est pas à des supercheries diplomatiques, l'heure est plutôt aux actions concrètes pour pouvoir arrêter cette guerre qui dure depuis maintenant 30 ans. Ménéric évoquait les dirigeants congolais. Qu'est-ce que, selon toi, Martin, qu'est-ce qu'ils doivent faire ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire ou qu'est-ce qu'ils devraient faire? Écoutez, ce que le dirigeant congolais, je ne suis pas ici pour donner des leçons aux dirigeants congolais, mais moi, ce qui m'emporte, c'est plutôt la concentration qu'on doit avoir autour des forces armées de l'RDC. C'est ça qui m'emporte, hein. Ce n'est pas une question de personnalité, ce n'est pas une question d'individu, mais une question d'institution. L'institution armée qui est les FRDC doit être soutenue jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion, Cyril, si vous me permettez, Bien sûr. d'adresser un message à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. À vous qui me regardez maintenant, où que vous soyez dans le monde, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre opinion politique et religieuse, le moment est arrivé de montrer votre humanité. Le Congo vous a tant donné. Ces minerais qui sont d'ailleurs présents dans vos téléphones, hein. Son patrimoine culturel, notamment avec sa musique, sa forêt tropicale qui est aujourd'hui le premier poumon de la planète. Aujourd'hui, c'est à vous de lui témoigner votre solidarité. C'est à vous de dénoncer l'agression rwandaise à l'est de la RDC. C'est à vous de vous lever contre les morts qui s'empilent à Goma, à Saké, à Massissi. C'est à vous d'exercer la pression sur les dirigeants occidentaux afin qu'ils cessent leur soutien au Rwanda. En agissant ainsi, le Congo vous sera reconnaissant. Et surtout, n'oubliez pas que l'humanité, c'est vous, l'humanité, c'est nous. Voilà le message qui doit être lancé, voilà le message qui doit être entendu, voilà le message qui doit traverser les frontières afin que cette guerre cesse en RDC. Un message, j'espère qu'il sera entendu et largement partagé. Ménéric, sur justement les habitants de cette région, Goma et autres, comment en fait cette situation affecte leur quotidien depuis tant d'années, hein, notamment, là on parlait concrètement, là, actuellement il y a un problème d'électricité et d'eau, mais notamment, indépendamment de ça, leur accès à l'éducation, l'accès à la santé, comment ça se passe au quotidien pour les habitants de cette région-là? Justement dans un climat de peur et de violence, hein, c'est dans ce sens-là. Après, à savoir que dans Goma même, ouais, les habitants, je dirais, ils vivent leur vie. Mais avec ce qui se passe aux alentours de Goma, il y a toujours eu cette crainte de ce qui vient de se passer, qu'un jour les rebelles puissent parvenir jusqu'à là-bas. Il y a toujours eu cette peur, ça veut dire il y a cette réalité-là. Ils ont la réalité de se dire que demain, la guerre pourrait parvenir jusqu'à nous, mais en aucun cas, ils se sont dit, parce qu'on sait qu'un jour ça va arriver, on doit laisser Goma, on doit partir. Les habitants de Goma ont cet état d'esprit que j'aime beaucoup identifier comme étant un état d'esprit des guerriers. Dans le sens où, s'il y a un problème, ils sont prêts à prendre les armes, se battre pour défendre leur terre. Ils disent c'est la terre de nos ancêtres, on ne peut en aucun cas l'abandonner entre les mains de l'ennemi. On est conscient qu'il y a une richesse dans ces secteurs-là. On est conscient que sur nos terres, il y a une richesse et tout le monde veut s'en accaparer. Et même si cela ne bénéficie pas à tout le monde, ils refusent d'abandonner leur terre pour fuir sous prétexte parce qu'ils ont peur de ce qui peut arriver. On est des humains. Moi, personnellement, j'aurais été un simple humain qui habite là-bas. Je sais que la peur pourrait faire que tu chercherais tous les moyens peut-être pour aller à Kinshasa ou pour quitter limite le pays. Tu chercherais, mais ces personnes-là vivent au quotidien sous des bris des balles.
ils entendent. Je me rappelle encore il y a quelques mois où on pouvait voir des images où il y a des affrontements, ils sont assis vers les collines en train de filmer, comme si c'est une quotidien, c'est une habitude. C'est-à-dire c'est pas quelque chose alors que nous on le sait très bien, on est ici, si ça tire, on court tous. Mais ça devient en fait leur quotidien. Ça veut dire ils sont tellement habitués à voir ce genre de choses que ça, en fait ils en passent outre. Mais ce n'est pas facile. Et ces habitants-là, ben, jour après jour, ils vivent, je dirais même s'ils vivent dans la peur, mais c'est des braves. C'est des braves. Quand je parle vraiment de la bravoure, j'admire leur courage, j'admire leur fermeté dans tout ce qu'ils font, parce que c'est un peuple des guerriers tout simplement, à qui je salue énormément leur détermination de jamais abandonner leur terre. Dernière question pour toi, Martin, car tu vas bientôt devoir nous quitter. Hein. La diaspora congolaise s'organise, vous en êtes la preuve tous les deux ici sur ce plateau, pour justement sensibiliser sur cette situation-là. Quelles sont les prochaines, on va dire, actions prévues pour justement permettre de sensibiliser encore plus? Ton message est passé, on le partagera, mais j'aimerais savoir justement que Team Congo ou même Urgence Ponamboka, quelles sont les prochaines actions que vous allez pouvoir mettre en place pour continuer cette sensibilisation? La première chose que Team Congo a faite, c'était de publier donc, un communiqué de presse pour pouvoir s'indigner de la situation et ensuite, effectivement, d'encourager les FARDC et de soutenir la population civile à Goma. La deuxième chose, comme je vous ai dit, que nous prolongeons donc la collecte des fonds à destination de Goma. La troisième chose, on va passer donc à l'étape des actions concrètes sur le terrain, qui va être des manifestations pour pouvoir, encore une fois, sensibiliser l'opinion publique sur ce qui se passe à Goma. Déjà, dès ce 1er février, Ménéric en parlera mieux que moi, il y a une action et une manifestation qui aura lieu à Paris pour pouvoir soutenir à Goma. Et il y aura d'autres actions type manifestation qui seront organisées dans les prochains jours. Pas que à Paris, mais dans d'autres villes également européennes, Bruxelles, Londres ou ailleurs, avec Team Congo notamment, pour pouvoir impulser encore une fois cet élan de solidarité envers les concitoyens congolais qui sont à Goma. Et dans le Nord Kivu, pardon. Parce qu'on parle souvent de Goma, mais on ne parle pas de toutes les villes du Nord Kivu, Rwindi, Masisi, qui sont aussi agressées que Goma. Merci beaucoup Martin. Martin Mofali, je rappelle, tu es donc responsable stratégie de l'association Team Congo. Merci d'avoir été avec nous. On va terminer l'émission avec toi, Ménéric. Martin venait de l'évoquer, donc il y a une manifestation prévue le 1er février. Oui, exactement. On a fait une déclaration de manifestation le 1er février qui aura lieu de place des Trocadéros jusqu'à l'ambassade du Rwanda. Donc cette manifestation-là a pour but de sensibiliser déjà la diaspora à maintenir cette unité au sein de la diaspora pour montrer justement aussi à nos forces armées qu'on est avec eux, qu'ils ne doivent pas abandonner, on est avec eux et que nous sommes leurs forces et on croit en eux. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est vraiment pour témoigner notre soutien, notre détermination et qu'on ne lâchera rien. Et que, quelque part, pourquoi l'ambassade du Rwanda? Pour leur faire comprendre que la diaspora est au courant de tout ce qu'ils font et personne ne peut nous intimider. Peu importe le soutien que le Rwanda peut avoir derrière lui, que ce soit la communauté internationale, les Américains, les Français, peu importe qui est derrière Kagame, on a peur de personne et on reculera derrière personne. Cette manifestation a pour but de consolider ce lien d'unité au sein de notre communauté. Et par la suite, hier, on a eu une réunion avec les différents responsables des différentes organisations en Belgique, Suisse, Allemagne, etc. Après Paris, on organisera une marche le 8 à Bruxelles. On va enchaîner par la suite la Suisse, etc. On va tourner dans des différents pays, jusqu'au Canada, jusqu'aux États-Unis, pour montrer que le Congolais n'est pas endormi, mais le Congolais est debout et il est prêt à aller de l'avant pour sa patrie, tout simplement. Et là, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, notamment, beaucoup de stars, de vedettes d'origine congolaise qui prennent la parole sur ce qui se passe actuellement. J'imagine que tu penses que c'est une bonne initiative. Comment tu vois ça, en fait, justement, que sur ce conflit-là, même si pour certains, ils le font depuis, mais pas tous d'ailleurs, ils prennent la parole? Après, personnellement, je tiens à remercier des artistes tels que Nino, Gradure,
Mokobe, qui est même pas d'origine congolaise, mais qui est beaucoup touché par rapport à ce qui se passe chez nous, ça soit NASA, Key Black, Bram Sito, tous ces artistes-là, je tiens sincèrement à les remercier. La plupart, j'ai pu échanger avec eux et font les choses pour le pays, même s'ils ne sont pas visibles, même si on ne le voit pas, mais ils ont cet amour pour le pays, ils font des choses pour le pays, ils participent à l'avancement des choses pour le pays. Parfois, quand nous montons des actions au niveau de l'Est du Congo, la plupart du temps, on a ces artistes-là aussi qui partagent. Ils ne veulent pas être exposés, ils ne veulent peut-être pas que les gens sachent, parce qu'on comprend, ils ne veulent pas forcément qu'on puisse voir que oui, j'ai fait ceci ou cela, parce qu'ils sont dans l'optique où c'est que la main gauche fait, la main droite n'est pas obligée de le savoir. Donc, on travaille main à la main avec les différents artistes. Et aujourd'hui, quand je vois Gradure, même toutes les statuts qu'il a pu faire pour sensibiliser pour ce qui se passe chez nous, Nino ce matin, pareil, j'en passe. Pour nous, c'est la chose la plus importante. Parce qu'on a souvent tendance à blâmer les artistes, à dire que ce sont eux les porte-parole, mais ils ne font rien, ils ferment les yeux sur ce qui se passe. Mais il y en a beaucoup, ils font énormément de choses, c'est juste qu'ils ne veulent pas s'exposer. Et je tiens vraiment à les remercier personnellement. Très bien, merci beaucoup Ménéric d'avoir été avec nous. Je rappelle, Ménéric Lalu, activiste au sein du collectif Urgence Ponamboka. Donc le 1er février, manifestation justement pour alerter sur la situation au Congo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de l'Actu C'est vous. Merci également à l'ensemble de l'équipe que vous ne voyez pas, mais qui permet de créer tous les jours ce programme. Et je le répète, on souhaite aussi faire cette émission avec vous. Donc si vous souhaitez intervenir, comme l'a fait aujourd'hui Ménéric, apporter votre témoignage ou tout simplement donner votre opinion sur un sujet, il vous suffira de laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux ou nous écrire à actu@lemediatv.fr ou au 06 86 46 08 46. Si vous avez raté le début de cette émission et que vous souhaitez la revoir en entier, ne manquez pas sa rediffusion ce soir à 22h sur le canal 165 de la Freebox et sur l'application Molotov. Sachez que sans vous, le média et ce type d'émission n'existeraient tout simplement pas. Donc chaque don, chaque abonnement, chaque partage ou like est primordial. Ce soir à 18h30, vous retrouvez l'émission Toujours debout, présentée par mon camarade Fabrice Wimo. Et bonne journée sur le média, mais n'oubliez pas, l'actu, c'est vous.